On va annoncer un petit changement. Monsieur Thomas Fanou ne sera pas là. Et nous aurons Monsieur Easy Aristide, qui est au département commercial de Coris Banque Internationale, qu'on va accueillir maintenant, Monsieur Aristide. Veuillez prendre place. Sur le siège qui vous convient. Et alors on va accueillir le troisième et dernier panéliste, Monsieur Mohamed Balogun, chef d'agence et responsable du directeur de réseau des agences. Alors le but en fait de ce panel, c'est de présenter déjà premièrement les institutions. Je pense que vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent Coris Banque Internationale, mais beaucoup ne maîtrisent pas comment ça fonctionne, comment fonctionne l'investissement, comment fonctionnent les entreprises, le financement, le cofinancement, en quoi est-ce que Coris Banque peut devenir votre partenaire. Et également pour la PIEX par laquelle on va commencer, quel est effectivement le rôle de la PIEX, le financement des institutions, en quoi est-ce que le gouvernement du Bénin, qu'est-ce que le gouvernement du Bénin a mis en place pour vous permettre en fait à vous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, de pouvoir non seulement réussir en affaires et aussi trouver une bonne solution financière. Monsieur Marie Goudia, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez juste, pour ceux qui sont là, déjà, on sait que la PIEX, c'est l'agence de promotion des importations et exportations du Bénin. Alors, qu'est-ce que vous avez de plus à ajouter par rapport à ça? C'est sûr que c'est peut-être vous qui connaissez mieux le sujet. Merci. Bonjour à tous. Je vais dire que c'est promotion des investissements et des exportations. Pas des importations. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Donc c'est de la promotion des investissements et des exportations. Voilà. Et à ce titre, la PIEX a 6 activités principales. La première, que je pense que tout le monde connaît ici, c'est la création d'entreprises. Donc lorsque vous voulez créer une entreprise aujourd'hui au Bénin, vous passez forcément par monentreprise.bj, qui est la plateforme de la PIEX. Si c'est une SARL ou une auto-entreprise, vous pouvez le faire directement sans l'aide de personne. Et si c'est les autres formes juridiques, vous aurez besoin d'un notaire. Ensuite, la PIEX aide aussi pour l'obtention du code des investissements, qui est un dispositif qui a été mis en place par l'État pour permettre aux porteurs de projets industriels, essentiellement, d'avoir des exonérations douanières et fiscales. Et aussi la PIEX est en charge de la promotion des exportations. Donc, ce que vous êtes dans la salle, il y a des gens qui ont été accompagnés pour avoir des certifications, pour participer à des foires. Il y a aussi la PIEX qui est en charge de la cellule d'appui au partenariat public-privé, qui a à ce titre fait une revue de techniques, des dossiers qui sont soumis pour faire des PPP avec l'État. La PIEX est aussi en charge du secrétariat de la cellule climat des affaires. Par le passé, il y avait le Doing Business, qui est un indicateur de la Banque mondiale. Et à ce titre, il y a plusieurs techniques qui sont mises en place. On travaille beaucoup avec la CCI sur ce sujet, où il y a sur tout ce qui est création d'entreprise, sur la fiscalité, sur le commerce, sur les problèmes d'accès à l'électricité, à l'eau, à l'internet aussi. Et l'objectif de ces groupes, c'est d'avoir un climat des affaires meilleur pour attirer le plus d'investisseurs possible, pour permettre aux locaux d'avoir les meilleures conditions pour développer leur business. Aujourd'hui, cet indicateur est nommé PIREDI, toujours sous la Banque mondiale, donc les groupes sont toujours opérationnels et travaillent toujours pour avoir de meilleurs résultats pour le Bénin, parce que c'est un classement. Et la dernière mission principale de la PIEX, c'est le suivi du développement des zones économiques spéciales. Donc, nous avons la zone industrielle de Glodibé en place, et la PIEX est l'autorité administrative qui coordonne le guichet unique et facilitation des formalités administratives pour les investisseurs qui sont installés au sein de la zone. Donc, voilà pour présenter un peu le panorama de ce que la PIEX fait. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je pense que c'est quand même assez détaillé. Vous aurez l'occasion, en fait, pour ceux qui sont là, de poser plus amples questions à l'endroit du représentant de la PIEX qui est là avec nous. Alors, on va passer maintenant à M. Aristide qui va nous donner un peu plus sur Coris Banque Internationale. Qu'est-ce que Coris Banque Internationale peut vous apporter en tant que partenaire financier pour vos différents projets quand vous passez au niveau de cette informel?
Merci beaucoup. Je suis ici avec mon collègue Mohamed qui certainement va aborder tout ce qui est lié en particulier. Moi, j'aborderai surtout tout ce qui est lié aux entreprises. Pour dire, Coris Bank, c'est une banque universelle, une banque qui est sur la place depuis 2017. Et un autre activité que nous menons, c'est le financement de tout ce qui est, surtout que ce soit projet ou le financement de l'exploitation. Pour aller un peu plus dans le détail, lorsque vous avez des projets, Coris Bank est disposé à pouvoir vous apporter des financements dans ce cadre-là. Et ce que nous recherchons surtout, c'est de nous assurer que le projet que vous nous amenez, que ce sont des projets bancables. Quand on parle de projets bancables, c'est de nous assurer non seulement la pérennité de ce projet, mais aussi de voir si ce projet serait un projet rentable. Et de pouvoir nous assurer que le financement que nous allons mettre à votre disposition devrait pouvoir se rembourser sans qu'il n'y ait pas de complications à cela. Et par rapport à cela, le crédit que nous mettons en place, c'est souvent des crédits à long et moyen terme. Et le critère que nous regardons surtout, c'est de voir déjà quel est l'apport que vous vous amenez dans le projet, quel est votre apport. L'apport n'est pas que financier, ça peut être technique, ça peut être toute sorte d'apport. Mais c'est surtout de nous assurer si le projet a fait le temps d'être meilleur à votre niveau avant que nous puissions venir en financement dans ces projets. Le second financement que nous mettons en place, c'est l'exploitation de votre entreprise. Par rapport à cela, il y a toute une panoplie de produits que nous disposons. Soit c'est en fonction de revenus, soit pour pallier aux tensions de trésorerie que vous avez, soit c'est pour venir au financement de votre fonds de roulement, ou c'est pour financer votre stock, même si vous avez des contrats, des dettes que vous n'arrivez pas à pouvoir apurer, faute de la trésorerie, c'est des choses que nous savons analyser, que vous venez en soutien, ou si vous avez des créances que vous ne pouvez retrouver tout de suite, Coris Bank est disposé à analyser et voir dans quel métier vous apportez le financement. Et comme je l'ai dit, notre activité n'est pas que le financement, nous sommes là aussi pour vous aider dans les placements, afin de rentabiliser le peu de ressources que vous avez pour vous permettre de pouvoir gagner un peu là-dessus. Donc, pour être un peu plus bref, c'est ce que je peux vous présenter. Le reste, c'est dans le détail. Si au cas où vous avez des questions de précision, nous sommes disposés à pouvoir répondre. Merci. Merci, M. Aresti. Je pense que c'était quand même assez bien détaillé. Pour ceux qui ont des questions, déjà commencez à les noter, en attendant que M. Mohamed nous parle un peu plus de Coris pour les particuliers et des différents services qui peuvent y être donnés en fait. Et aussi d'autres détails en fait qui peuvent également vous aider, vous en tant qu'entrepreneur ou entreprise, à pouvoir obtenir du meilleur financement ou un meilleur accompagnement de la part de Coris Bank. Merci beaucoup. Comme l'a dit le directeur de la clientèle et du réseau, de la clientèle, au niveau des particuliers, nous avons plusieurs types de comptes. Les comptes, ce sont les comptes commerciaux que vous savez naturellement. Il y a les comptes d'épargne également, que nous commercialisons, nous donnons à nos clients. Il y a les produits comme les DAT, les dépôts à terme que nous donnons aux clients également à des taux réduisants. Il y a à tous ces comptes, ils sont associés des produits digitaux que nous donnons également à nos clients, que ce soit la carte, le e-Coris que nous avons, et puis le e-suite pour pouvoir suivre son compte en ligne. Qu'il vous souvienne, je vais parler de M. Régis. En 2024, plus précisément dans le premier trimestre, une mission a été faite sur la diaspora canadienne où nous nous sommes déplacés pour aller ouvrir des comptes d'épargne compte courant à nos compatriotes qui sont de l'autre côté. Donc, nous avons entretenu des relations avec nos clients jusqu'à aujourd'hui. On peut dénombrer une cinquantaine, voire centaine de clients que nous avons pu démarcher dans cette mission. Donc, à ce titre, je pourrais dire également que nous avons fait aussi une mission en diaspora vers la zone Gabon, vers la zone Guinée équatoriale également. Donc, pour vous dire qu'il y a un segment
spécifique diaspora au niveau de Corisbank, qui est la banque commerciale que nous maîtrisons aujourd'hui. Pour le moment, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'il y aura des questions au fil du temps. On pourra répondre à ces questions-là, comme cela se fait. Alors, merci M. Mohamed. On va aller avec M. Paul-Marie Kodia. J'aurais besoin juste d'une légère petite précision pour être un peu plus sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, créer une entreprise, c'est en quelques clics, littéralement. Pour ceux et celles, par exemple, qui ont un souci au niveau de fournir certains documents, par exemple, est-ce qu'il y a je peux dire, d'autres alternatives pour eux, par exemple, où il faut absolument fournir, il y en a qui n'ont pas forcément tous les documents qu'il faut, parce que c'est une fois qu'on a obtenu le RCL qu'on se dirige vers la banque pour l'ouverture du compte. La question, c'est de savoir si tous les documents sont obligatoires, c'est ça? Oui. Okay. Donc, en soi, lorsque vous allez sur le site, selon la forme juridique que vous allez choisir, vous allez avoir la liste des documents qu'il faut fournir. Et oui, si les documents sont demandés, il faudra les fournir. Mais si vous prenez par exemple le cas d'ouverture d'un compte bancaire, le RCCM, vous l'aurez, enfin, vous n'aurez pas le RCCM avant de créer l'entreprise. Et pour créer l'entreprise, le compte bancaire, c'est l'une des pièces. Donc, vous aurez des statuts provisoires avec lesquels vous allez aller à la banque. Sur cette base, la banque vous ouvrira le compte, le justificatif de l'ouverture, vous le ramènerez à la pièce et vous pourrez finaliser le processus pour avoir. C'est parfait, je pense que là c'est plus clair par rapport à ça. Alors, est-ce que parmi vous qui êtes dans la salle, vous avez des questions pour nos différents intervenants présents? Oui, parfait. En attendant, je rappelle que M. Paul-Marie Kodia, ici présent, aura une petite présentation à faire sur la pièce en détail et pouvoir apporter plus d'informations. En attendant, on va commencer à prendre des questions. Ce sera pas long. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour la présentation. À l'état civil, on m'appelle Guilherme Yacoub. Et j'ai deux préoccupations. La première, c'est concernant les bourses d'investissement. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur les bourses d'investissement en ce qui concerne Corisbank, s'il le faut, bien sûr. Et ma seconde préoccupation, vous savez, aujourd'hui, le numérique est en train de prendre le dessus. On a besoin de cartes Visa avec Mastercard, ou par exemple on a des activités en ligne. Moi je me retrouve fortement dans le domaine du numérique, où des fois j'ai envie de faire des transactions, ou du moins recevoir des fonds de l'extérieur. Est-ce que vous avez des cartes, des Mastercard ou bien des cartes numériques qui peuvent nous donner la facilité à mener les opérations et surtout sécuriser? Merci beaucoup. Alors il faut qu'il se fasse le candidat. Merci. Je note que votre expression est principalement, vous avez parlé de bourse d'investissement. Les cadres que vous pouvez utiliser pour faire vos opérations. D'accord, sur le premier point, je voudrais vous dire, l'activité bancaire, c'est une activité réglementée. Quand on parle de bourse, c'est particulièrement une activité un peu séparée de l'activité de la banque. Il y a une structure vraiment un peu séparée qui gère ce cadre. Ce que je comprends à travers votre question, ce que vous voulez nous demander, c'est les placements intéressants que vous pouvez avoir auprès de vous. Comment épargner vos ressources. Là, tout à l'heure, mon collègue dans son développement, on a parlé un peu. Bon, si on peut vous donner le détail, on a pas mal de produits, que ce soit à titre personnel, pour épargner. Et là, soit c'est des prélèvements périodiques qu'on fait sur votre compte suivant celui-là, que vous-même vous avez donné à la banque. Et il y a ces produits où les fonds sont bloqués pendant une période donnée et ces fonds
qui génèrent des intérêts. Et c'est à la fin, lorsque vous respectez l'engagement, que vous avez le retour. Vous avez aussi la possibilité de faire ce que nous appelons les dépôts à terme. C'est-à-dire, vous avez un fonds, un montant donné, que vous demandez à la banque de bloquer pendant aussi une période. Et pendant cette période, vous ne pouvez pas toucher à ces fonds. Et la banque octroie un taux de rémunération à ces fonds qu'on bloque pendant ce délai-là. C'est ce que je peux dire pour ce qui concerne les entreprises, mais pas rapport particulier. En termes d'épargne, on a plusieurs produits, et parfois même en fonction des besoins, il y a des produits spécifiques que nous lançons pour amener l'épargnant à pouvoir s'intéresser à cette produit. Tout à l'heure, mon collègue va vous donner plus de détails là-dessus. Pour les particuliers, puisque pour les particuliers, il y a plusieurs produits d'épargne que nous discutons aujourd'hui pour vous permettre de maximiser ou bien d'optimiser le peu de ressources que vous avez à votre. Pour les cartes, aujourd'hui, le police dispose des cartes qui vous permettent de faire des opérations. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand vous avez des opérations hors du mois, vous savez que ces opérations sont réglementées. Donc, même si vous devez faire, il y a vraiment des limites qui sont fixées. Donc, aujourd'hui, nous avons 4 visas et à le 4 visas, c'est en fonction, vous pouvez avoir des 4 visas suivant, enfin, pendant que vous occupez la classe que le police voulait, classe dans le niveau des catégories par rapport au particulier. Vous pouvez même avoir ces 4 visas qui soient directement affectés, qui affectent directement votre compte. Tout ça, c'est en fonction du besoin que vous exprimez au niveau de la banque. Vous avez évoqué particulièrement Mastercard. Mastercard aujourd'hui, le police bancaire dans le processus. La carte que nous commercialisons aujourd'hui, c'est la carte Visa. Mastercard aussi, c'est un produit sur lequel nous travaillons, mais ce n'est pas encore totalement effectif. Mon collègue va pouvoir vous donner plus de détails sur les différents produits liés à cette application. Merci. Merci. Oui, par rapport au compte d'épargne, nous avons des comptes d'épargne rémunérés de 3,5 jusqu'à 4,5. Au niveau de ces comptes d'épargne, vous pouvez avoir les comptes d'épargne qui vous sont réellement liés en tant que personne papa, quand je prends un exemple comme ça. Il y a des comptes spécifiques pour les enfants également, qu'on appelle les comptes mignons. Il y a les comptes épargne qu'on appelle Wendia, qu'on a spécifié pour les femmes. Et ces comptes sont à 3,75%, comparativement aux comptes d'épargne qui sont pour les hommes. Petit a, si je peux m'exprimer ainsi, ils sont à 3,5%. Donc les comptes Vignon, les comptes Moutito, qui sont, comme l'indique son nom, Moutito, on cotise pour une période donnée pour pouvoir faire quelque chose. Ce sont des comptes qui sont à 4,5 au niveau de Moutito et puis de Vignon également. Au niveau des cartes, il y a la carte Visa que nous commercialisons aujourd'hui qui est liée régulièrement à notre compte courant qui vous permet de faire une opération tranquillement un peu partout où vous êtes dans le monde entier. Allez au GAF, faire des achats en ligne sur les TPE, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ces opérations tranquillement. Nous avons également les cartes prépayées qui ne sont pas liées à vos comptes. Vous pouvez recharger ces cartes au guichet ou en ligne depuis votre compte épargne ou compte courant que vous avez. C'est ce pourquoi dans mon introduction, je parlais des produits digitaux, j'avais parlé de e-Coris qui vous permet de faire des opérations en toute sécurité et à distance. Vous avez le monopole sur votre compte depuis votre maison. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces deux questions pour le moment. Merci. Ok, ma question s'adresse à la pièce. Mon nom c'est Nathalie Sanaki. Et l'autorisation de mise en marché délivrée par
la BSSA n'est pas acceptée au Nigeria. Il faut la certification d'AFDAC. Le Nigeria demande de produire au Nigeria. Et si vous avez la certification Nigeria, vous pouvez envoyer des produits complémentaires. Ça veut dire que votre production Nigeria ne suffit pas. Vous pouvez envoyer la production de masse. Dans ce cas, qu'est-ce que vous nous conseillez? Est-ce qu'il faut nécessairement créer une autre entreprise au Nigeria, autre que celle que vous avez ici, ou bien les papiers, les documents béninois peuvent vous permettre de produire au Nigeria, au Togo, n'importe où, parce que il faut sortir, il faut créer. Merci. Merci pour la question. Donc, le Nigeria, c'est un cas qu'on connaît un peu. Et oui, normalement, lorsque vous produisez dans la sous-région, vos produits devraient avoir accès au marché pour que vous respectiez les règles. Et le Nigeria, en particulier, ils ont le label, ils sont très exigeants. Ils ont la SON, Standard Food Administration, Nigeria. Qui, du coup, sont les deux entités qui font que c'est difficile aujourd'hui pour les produits de rentrer sur le Nigeria. Donc ça veut dire que c'est impossible. Nous, on va travailler avec eux justement pour faciliter la reconnaissance. Donc, normalement, ils devraient venir auditer votre unité ici pour voir les standards de production que vous avez qui permettent que vous ayez accès au marché. Je sais qu'en théorie, c'est plus facile que la réalité sur le terrain. Donc, je sais qu'il y a ce travail en cours au niveau de la BSSA. Il y a aussi ce travail en cours au niveau du Nigeria même, où leur président est en train de prendre des textes qui devront être appliqués pour faciliter le commerce dans le cadre de tout ce qui est SDK et autres. Et troisième chose, c'est que je n'ai pas en tête si bien en fait partie parce que je pense que c'est le domaine. L'année dernière, il y avait 43 produits qui avaient été autorisés pour entrer sur le Nigeria. Donc il y a un travail continu qui est en train d'être fait. Moi, la suggestion, ça doit être de créer une entreprise au Nigeria et de produire au Nigeria. Ça va être continuer à produire ici. Mais le travail va continuer au niveau de tout ce qui est NAFDAC, ABCSA, pour que vos produits puissent rentrer au Nigeria plus facilement. Et on pourra en parler après, que vous soyez en contact avec une personne au niveau de la PEX en charge de l'exploitation pour voir dans quel cadre on pourrait vous accompagner pour faciliter votre entrée sur le marché nigérien. La deuxième question, c'est le matin, on a eu droit à un excellent exposé présenté par le monsieur qui est là. Et il a dit que le Canada n'est pas autosuffisant en lait. Donc la production canadienne ne peut pas couvrir le besoin canadien. Et nous avons beaucoup de potentialité au Bénin. Mais souvent, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des accords entre États qui se font en produit pour faciliter l'accès. Je sais que vous savez ce qu'on a eu comme difficulté l'année dernière en Chine. Est-ce que quelque chose se fait pour que des occasions comme ça, où on dit voilà, il y a une demande, est-ce qu'un travail interétat Canada-Bénin peut être commencé rapidement pour qu'en son temps, les opérateurs économiques ne se préparent pas à produire après qu'on sache que sur le plan diplomatique, il n'y a rien et que tout est bloqué? Donc, sur cette question, je vais le prendre dans un sens un peu différent. Donc aujourd'hui, vous produisez. Est-ce que ce que vous produisez répond déjà au marché que vous avez? Ensuite, si ça répond au marché, si vous voulez aller vers le Canada, il y a des standards que le Canada va exiger pour que vos produits puissent pénétrer ce marché. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vos produits répondent à ces standards? Si la réponse est oui, c'est tant mieux. Encore une fois, je pense qu'on pourra avoir une discussion un peu plus restreinte. Et si la réponse est non, du coup, ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Mais ça aussi, on fait de l'accompagnement pour les certifications. Ensuite, au niveau étatique, au niveau de tout ce qui est accord et autres,
Par exemple, l'année dernière, il y a 2 entreprises qui ont été accompagnées pour avoir des certifications pour pouvoir aller vers les marchés européens. Donc il y a différents standards qui sont déjà définis. Est-ce qu'on les respecte? Et si on ne les respecte pas, comment faire pour les respecter? C'est plus dans ce sens que je pense. Mais bon, je crois que j'attaque le problème sous un angle. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes là, nous ne savons pas quels sont les principes chinois pour accepter le bien de nous en Chine. Mais le besoin est là. On ne sait pas c'est quoi les principes, les exigences canadiennes pour que le produit aille. C'est très difficile pour une entreprise d'aller chercher ces principes venus produire pour aller composer. Ça, c'est le travail de l'État. C'est le travail de l'État régalien qui doit dire, voilà, et nous avons des partenaires chinois, un État partenaire chinois, un État partenaire canadien, qui ont besoin du miel. Voici le principe. Voici ce que va être, par exemple, les normes du cadre où le miel doit être traité. Voici les normes sanitaires. Si vous voulez produire, produisez et puis on vous accompagne pour exporter. Une entreprise ne peut pas aller faire ce travail. Ce n'est pas possible. Ça revient à l'État de le faire. Bon, je vais être aussi restrictif que vous sur le fait qu'une entreprise ne peut pas le faire. Je considère que les entreprises peuvent le faire. Mais sinon, il y a 2 choses qui se font aussi. C'est qu'il y a des filières prioritaires qui ont été définies. Et sur ces filières prioritaires, il y a un guide à l'exportation qui est en place pour justement que les acteurs de ces filières-là sachent comment faire pour aller vers différents marchés. Ça n'a pas encore été fait sur toutes les filières. Il y a des filières qui sont dites prioritaires et d'autres qui sont communes. Ça ne veut pas dire qu'on privilégie, enfin qu'on est contre certaines filières, ça veut juste dire qu'en termes de priorité, en termes de potentialité, d'avantages comparatifs, il y a certains points qui ont été identifiés qui sont priorisés. Ensuite, il y a des foires internationales. Et en général, lorsque les acteurs vont à ces foires, que ce soit avec la BIEX, avec la Chambre de commerce ou avec n'importe quelle institution, ils rencontrent des partenaires potentiels d'autres marchés. Et du coup, ces partenaires, s'ils veulent importer les produits qui ont été présentés, ils savent les règles qu'il faut pour pouvoir importer ces produits. Je suis sûr que M. Lambert, ce matin, nous a parlé de la demande au Canada et en mesure de vous dire quelles sont les règles pour vendre du miel au Canada. Et du coup, c'est aussi dans cette discussion-là que vous pouvez avoir des réponses, que vous pouvez savoir, voilà ce qu'il faut, voilà où j'en suis, voilà ce qui me manque, voilà de quel accompagnement j'ai besoin. Donc il y a un travail qui est en cours et qui se fait au quotidien au niveau de l'État, mais il y a aussi un travail qui peut venir des entreprises. Bonsoir et merci pour votre présentation. Je reprends Charles Stine-Touassou, promoteur de l'établissement Charles Service. J'aimerais savoir quels sont les détails concernant le code des investissements. C'est ma question. Détails dans quel sens? Sur l'importation des machines et tout ce qui est machine à grande échelle en quelque sorte. Au niveau du code des investissements, ça va être préparé au niveau de l'économie sociale. Du coup, vous avez 3 régimes principaux, donc le régime A, B et C, qui vont dépendre de votre niveau d'investissement. Le régime A, comme on peut l'afficher, lequel je vais laisser défiler, je crois en page 9 ou 10 peut-être. Et du coup, vous allez avoir le régime qui va être déterminé par votre niveau d'investissement et votre localisation. Donc, le régime A, c'est de 50 millions à 10 milliards, le régime B de 10 milliards à 50 milliards, le régime C de 50 milliards. Et sur ces régimes, il y a un point commun, c'est que votre investissement est défiscalisé. Votre investissement en CAPEX, donc tout ce qui est machine, vous n'allez pas payer de douane de taxes entrée.